Police officers that are right around this building, as you mentioned. Depuis quelques temps, les États-Unis sont le théâtre d'événements violents, comme ça a été le cas à Ferguson il y a quelques mois, ou aujourd'hui avec les émeutes à Baltimore. Ces pics de violence sont révélateurs de conflits sociaux et semblent revenir relativement régulièrement aux États-Unis. La question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui est: est-ce que nous aurions pu prédire ces émeutes avant qu'elles n'arrivent? L'histoire est souvent vue comme une suite d'événements qui arrivent les uns après les autres, mais n'y a-t-il pas de règles sous-jacentes que nous pourrions découvrir grâce à la méthode scientifique? Peut-on utiliser des mathématiques pour comprendre l'évolution des civilisations humaines et pourrait-on même prédire le futur? Ouais, mais je crois que je vais avoir besoin de l'aide d'un historien. Bougez pas. Allô Dave? Ça te tenterait une collaboration sur le thème de la prédiction de l'histoire? Ouais. Cool! Bah bouge pas, j'arrive mec. Comment ça t'arrive? C'est petit ici, hein? Ouais. On fait ça par internet? Ouais. Ok. Ok. Bonjour à tous! Dans sa série de livres Fondation, Isaac Asimov décrivait la psychohistoire, une science qui permettait, en connaissant très bien la sociologie, la psychologie et les mathématiques, de prédire le fonctionnement des sociétés à long terme. Aujourd'hui, avec Dave d'Histoire Brève, nous allons vous montrer que la réalité est en train de rattraper la fiction grâce au travail acharné de plusieurs chercheurs qui ont inventé une nouvelle science, la cliodynamique, du nom de la muse de l'histoire, Clio. Ces gens-là sont déterminés à devenir des prophètes et à prédire le futur. En bref, aujourd'hui, on va essayer de tester ça avec l'histoire des États-Unis. Essayer de comprendre les émeutes d'aujourd'hui. Prédire l'histoire, c'est compliqué parce que le futur est soumis à l'influence d'une énorme variété de facteurs comme les relations diplomatiques, l'économie, la structure sociale du pays. Mais je pense que les gens ont compris le principe, il y a beaucoup de trucs quoi. Ouais, et donc pour commencer quelque part, autant choisir un petit sujet bien pépère, avec des données solides et chiffrées qui soient faciles à compter. Et en histoire, ce qui est facile à compter, c'est les morts. Et en gros, les chercheurs de cette discipline ont commencé à s'intéresser aux épisodes de violence en comptant le nombre de morts dus à des conflits sociaux à travers le temps. On a de bonnes sources dessus, c'est un facteur qui est très parlant, enfin... nickel quoi. Bon allez, en 1861, les États-Unis ont même pas 100 ans, bim, guerre de sécession. Bon, on connaît tous plus ou moins l'histoire du Nord qui va faire abolir l'esclavage et les méchants sudistes qui veulent pas. Mais c'est peut-être plus l'histoire d'un changement économique et social qu'autre chose. À la base, l'argent et le pouvoir se trouvent au sud, dans les poches des propriétaires de plantations. Sauf que le Nord, enfin surtout la côte Est, s'enrichit de plus en plus, et une économie basée sur l'industrie. Du coup, ils s'en foutent de l'esclavage, et sont même plutôt pour le fait que tout le monde soit égaux. Sauf que dans le sud, c'est juste la base de toute leur économie. Donc déjà, ça fait des tensions. Et en 1860, Abraham Lincoln est élu. Les gars du sud l'aiment pas vraiment, pour eux c'est un abolitionniste convaincu et annonce dès le début que s'il est élu, ça va chier. Ça va pas louper. Dès son élection, 11 États du sud déclarent leur sécession et forment les États confédérés d'Amérique. Ensuite, ils se foutent sur la tronche pendant 5 ans, le Nord gagne, l'esclavage est aboli, le Sud est sur les rotules. Oh, c'est chouette! Les gentils ont gagné, les méchants ont perdu. N'est-ce pas? Et on laisse quand même le pays dans un sale état. Et pendant la décennie qui suit, on va voir se produire des événements plus ou moins violents un peu partout. Genre les émeutes oranges à New York en 1870, qui verra s'opposer les immigrés irlandais catholiques aux Irlandais protestants. La fin de la guerre sera aussi la cause de la naissance du Ku Klux Klan, mais ça c'est une autre histoire. Bref, nos scientifiques veulent prédire la violence future, et donc pour ça ils font des recherches sur la violence passée. Ça fait partie de la méthode scientifique. Avant de prédire un phénomène, il faut d'abord amasser des données dessus, et voir s'il n'y a pas des régularités qui se dessinent. La question c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres événements que la guerre de sécession? Dans ce cas-là, si on se rend compte qu'il y a un schéma, c'est-à-dire une espèce de rythme d'apparition des événements violents, alors on peut établir une règle empirique pour essayer d'anticiper les prochains. Et du coup, après la guerre de sécession, c'était quoi le prochain? Bon, là on zappe dans les années 1920. Au début du XXe siècle, on avait aux États-Unis ce qu'on appelle des villes minières. En gros, la ville a été construite autour d'une mine et appartient littéralement à la compagnie minière qui l'exploite. Et bon, en général, les compagnies s'arrangeaient pour garder les syndicats un peu à l'écart, histoire qu'ils donnent pas envie aux ouvriers de revendiquer des trucs, quoi. Et ça pouvait être assez vénère parfois, allant de l'intimidation de base à... au meurtre, en fait. D'ailleurs, en 1920, à Matewan, en Virginie, la compagnie qui gérait la ville envoie des mecs, enfin des hommes de main,
chez des ouvriers pour les expulser, parce que les mecs essayaient de rejoindre un syndicat. Le maire et le shérif s'interposent, ça tire dans tous les sens, et le maire et 9 autres mecs sont tués. Le shérif est arrêté et doit être jugé. Mais en se rendant au tribunal, il se fait tirer dessus. Suite à ça, 13 000 mineurs se réunissent en milice et décident de marcher sur le comté de Logan. 13 000 personnes armées qui attaquent une ville. C'est la guerre civile en fait. Bah, c'est totalement ça. En réponse, la compagnie minière envoie 2000 mecs armés et largue des bombes artisanales par avion sur les mineurs. Après 5 jours et 100 morts, le gouvernement envoie enfin l'armée. Et les mineurs déposent les armes. Ok, donc entre ces événements violents de 1920 et la guerre de sécession, on peut voir qu'il y a eu un intervalle de 50 ans. La question c'est de savoir si ce rythme va continuer ou pas. Ben oui, c'est marrant. Enfin, marrant. Parce que du coup, 50 ans plus tard, c'est releusebeul. On voit apparaître une vague d'assassinats politiques et de tueries de masse. Dans la liste des victimes de l'époque, on compte par exemple Harvey Milk, qui représentait une nouvelle classe politique. Il y avait aussi masse de manifs contre la guerre du Vietnam au début des années 70, qui de temps en temps finissaient avec la police qui ouvrait le feu sur les civils. Oh, 50 ans plus tard. Tiens donc. Tu fais genre t'es surpris alors que tu sais très bien que j'en ai rien à... C'est vrai, j'ai fait semblant, je le savais déjà. Et tu me coupes pas comme ça, moi je te défonce ta... Et si mec, c'est moi qui fais le montage. Bref, les chercheurs en cryodynamique sont contents parce qu'ils ont trouvé un motif qui se répète. À partir de là, ils peuvent avancer et continuer les recherches. On a déjà les travaux d'Ibn Khaldoun, un génie du XIVe siècle qui a tenté de comprendre les causes de la croissance et du déclin des dynasties arabes. Et ça a donné très longtemps après ce qu'on appelle l'histoire longue, avec des mecs comme Fernand Claudel ou Clausewitz, qui essayent de comprendre les mouvements de fond de l'histoire sur plusieurs centaines d'années à la fois. Donc ton truc de prédire l'histoire là, ça date pas d'hier. Ah, c'est pas faux. Mais pour une fois, les gens qui veulent prédire l'histoire ne sont pas du tout historiens. Le domaine de la cryodynamique est avant tout porté par des chercheurs en économie, en mathématiques ou en écologie. Bref, des gens qui se sont mis à l'histoire parce qu'ils trouvaient ça rigolo. Le plus éminent scientifique de cette toute jeune discipline est Peter Turchin, un chercheur d'origine russe qui a tout simplement posé les bases de la cryodynamique moderne. Bon, retournons aux États-Unis. On a eu des événements de violence en 1870, en 1920 et 1970, et ce que Peter Turchin constate, c'est qu'il y a comme un rythme de 50 ans entre chaque gros événement de violence. Comme si un cycle était à l'œuvre. C'est une analyse purement inductive, c'est-à-dire qu'il prend les données, il applique un traitement statistique très simple qu'on appelle de l'analyse spectrale, je vais pas rentrer dans les détails, et il observe un signal régulier. Mais pour prédire le futur, avoir juste une analyse inductive, c'est pas suffisant. On n'a pas de vraie explication là, on peut pas faire de prédiction sérieuse si on ne connaît pas les mécanismes qui sont derrière le phénomène. Ça pourrait être une question de génération. Genre imagine une génération qui est traumatisée par un conflit, et du coup ils vont tout faire pour l'éviter. Et ils vont aussi au passage transmettre leur traumatisme à leurs enfants. Leurs petits-enfants par contre ils auront été ni traumatisés par les troubles sociaux, ni par les histoires glauques de leurs parents. Du coup bah y a rien qui les empêche de tout faire péter quoi. Ouais, par exemple. Ou alors ça pourrait être une autre hypothèse, comme celle qu'a proposée Peter Turchin et qu'il appelle la surproduction des élites. En gros et pour faire vite, la tendance naturelle d'une économie en croissance est de produire des élites. Les gens s'enrichissent et la proportion de riches dans la population augmente, ce qui est visible en regardant les inégalités entre les classes sociales. Le problème c'est qu'il n'y a pas de la place pour trop de riches non plus, et lorsqu'il y a trop d'élites, ils finissent par se mettre sur la gueule. Comme en général les gens riches font aussi de la politique, ça mène à un bordel politique monstrueux, avec des radicalisations dans tous les sens. Et là, c'est le début des conflits. C'est marrant que tu parles de ça, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Les inégalités ont apparemment envie de partir en orbite parce qu'elles atteignent des scores astronomiques. D'ailleurs, t'as un super exemple pour illustrer ça. T'as les 6 héritiers des frères Walton, les mecs qui ont créé Walmart, qui pèsent plus lourd économiquement que 40% des Américains réunis. C'est ouf ça. Ce qui est fun, c'est que si on suit la logique de Turchin, comme les grands événements de violence sont séparés par des périodes de 50 ans, le prochain gros pic devrait être en 2020. C'est pas si loin que ça, et on est peut-être déjà en train de vivre les débuts d'une vague de violence historique aux États-Unis. C'est vrai que si on regarde en ce moment, ça monte pas mal. En 9 mois, on a eu des émeutes à Ferguson, Berkeley, Baltimore, et parfois des morts, mais en tout cas pas mal de blessés. À Ferguson, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'assassinat de Michael Brown par des policiers. À Berkeley, c'est la mort d'Eric Garner qui a été violenté par des policiers. À Baltimore, c'est l'assassinat de Freddie Gray, encore une fois par des policiers, qui a déclenché les émeutes. Ce sera intéressant de voir si c'est pas le mécanisme que Turchin a proposé, c'est-à-dire la surproduction des élites, qui serait derrière tous ces événements au final. Ouais. Et ben on verra ça dans le prochain épisode. Ah, ce suspense de fou quoi. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. Il a été préparé en collaboration avec Dave dit Histoire Brève, qui a une chaîne d'histoire qui est très drôle, très créative. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici pour découvrir tous ces programmes plus festifs les uns que les autres. Festif, je sais pas, mais ouais, venez.
Bah merci beaucoup en tout cas mec, on se refait ça bientôt. Ah bah quand tu veux, mon poulet, hein. Sinon j'en profite aujourd'hui pour remercier les tipeurs, c'est-à-dire les gens qui me permettent en fait de vivre des vidéos en venant faire des dons sur Tipeee. Si vous voulez participer à l'émission et venir faire des dons, n'hésitez pas ici, cliquez sur Tipeee. Ça me permettra de continuer à faire des programmes que j'espère de qualité. Une autre alternative que vous pouvez maintenant explorer pour aider Dirty Biology, c'est tout simplement acheter des t-shirts. Nous avons lancé une boutique en ligne de t-shirts avec des designs originaux en fait qui appartiennent au style graphique de la chaîne, avec des illustrations de Kola qui est mon frère, ou de Sam qui est aussi une personne qui vient régulièrement aider sur les épisodes. Et vous me direz si vous aimez les designs, si vous voulez qu'on en change. De toute façon, on en fera régulièrement plein. Merci à tous en tout cas pour vos soutiens, qu'ils soient financiers ou tout simplement des encouragements, ça me fait très plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. J'aime bien, tu sais. Tu sais que j'ai tous ces fichiers vidéo.